Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette rencontre organisée par l'Institut des Afriques et ses partenaires, le Forum urbain, l'Institut populaire de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, nous remercions le musée d'Aquitaine qui nous invite dans sa magnifique bibliothèque. Alors le sujet qui nous réunit aujourd'hui est celui de l'espace public. De quelle manière les villes font face à leur histoire et à leur mémoire avec un S, comment ces mémoires sont prises en compte ou non dans ces mêmes espaces publics, que peut-on finalement y mettre, ou encore que faire de ce passé qui n'est pas toujours ni partageable ni partagé. Et enfin, quelles sont les résonances de ces thématiques sur les sensibilités des uns et des autres? Quelles sont les conséquences sur notre construction du vivre ensemble? Autant de questions passionnantes et de réponses peut-être passionnées auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités, André Rosweg, Renaud Ourcade et Isiaka Anam. Je reviendrai sur leur parcours, des uns les autres. Et je veux d'abord rappeler que nous aurons une session de questions-réponses après la dernière intervention et que vous pouvez d'ores et déjà adresser vos questions via le chat du Facebook de tous les partenaires, c'est-à-dire le Facebook bien sûr de l'IDAF, le Facebook du musée d'Aquitaine, le Facebook aussi de la radio La Clé des Andes. Donc par tous ces moyens, vous pouvez dès maintenant déposer vos questions. Entre histoire et introspection mémorielle, comment décoloniser nos espaces publics? Et comme les mots sont importants, je vais commencer avec vous, Renaud Ourcade. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de recherche au CNRS en sciences politiques et vous êtes l'auteur du livre Les Port-négriers face à leur histoire. C'est un livre qui est sorti en 2014 aux éditions Dalloz. Et vous êtes également spécialiste des politiques mémorielles locales. Alors, moi j'ai une question pour vous. Renaud Ourcade, nos espaces publics sont colonisés. Et qu'est-ce qu'on entend aussi par espace public? Il y a beaucoup de choses autour de ces notions-là, et c'est important qu'on puisse déjà fixer un cadre. Eh bien, c'est une première question très intéressante et très complexe. Les espaces publics sont des espaces politiques. Je crois que c'est la première chose à dire. L'espace public, c'est l'espace de tous. Étymologiquement, ça nous appartient à tous en tant que citoyens, en tant qu'habitants d'une urbanité. C'est quelque chose qui doit être à certains égards partagé puisque ça appartient à tout le monde. L'espace public est traversé de relations de pouvoir, de relations de domination. Il est l'objet de politiques publiques en termes de construction d'infrastructures, par exemple. Il est l'objet de luttes sociales, de luttes politiques qui visent à le transformer et qui visent à transformer ces messages, à transformer les symboles qui occupent et qui constituent l'espace public. Donc, ça me semble extrêmement intéressant de s'interroger sur le caractère de l'espace public colonisé à décoloniser, car ça oblige à s'intéresser aux messages qui sont véhiculés dans l'espace public et sur lesquels on s'arrête finalement assez peu souvent. Quels sont les noms des rues qui nous entourent? Quels sont les statues qui peuplent nos rues? D'où elles viennent? Qu'est-ce qu'elles disent? Quelle est leur part politique? Tout ça, c'est des sujets qui sont finalement assez peu abordés alors qu'ils sont structurants dans la vie sociale et dans la vie collective. Donc on va en parler longuement. Alors ce qui est intéressant, vous, dans votre livre, Les Port-négriers face à leur histoire, c'est que vous vous êtes intéressé particulièrement à trois villes qui sont Nantes, Bordeaux et Liverpool. Est-ce que vous avez justement trouvé des points, on va dire peut-être des points communs dans ces représentations de l'espace public et peut-être dans les politiques les politiques publiques qui ont été mises en place dans ces différentes cités? Oui, tout à fait. Alors, je me suis intéressé tout particulièrement à la mémoire de l'esclavage dans ces trois grands ports négriers qui ont joué un rôle très important dans la traite transatlantique. Un premier point commun, c'est que pendant des décennies, l'espace public a occulté ce passé sous l'angle de la mémoire de l'esclavage lui-même. Il a souvent valorisé l'abolition de l'esclavage
avec les statues, par exemple, dans les villes britanniques, qui sont celles des grands abolitionnistes, Edward Colson, ou, à Bristol. À Bristol. Colson est la statue contestée de Bristol, je fais une confusion. William Wilberforce, par exemple, l'équivalent de Shropshire en Grande-Bretagne. Mais ces trois villes ont laissé très peu de place à la mémoire de l'esclavage lui-même, à la question des souffrances, à la question des continuités culturelles, raciales liées à l'esclavage. Et un autre point commun, c'est que, pas depuis 2020, mais depuis les années 80, des communautés locales, des minorités noires, des habitants, des minorités antillaises se battent pour rééquilibrer l'espace public dans ces villes et faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, qu'il ait un caractère plus partagé, plus inclusif, et qu'il soit moins porteur de messages qui sont ceux de la domination impériale ou de la domination raciale du XVIIIe ou du XIXe siècle. Oui. Ben alors justement, quelles sont les actions publiques menées par les autorités locales pour œuvrer en ce sens, hein, c'est-à-dire d'un espace public plus représentatif des mémoires qui cohabitent? Cette évolution a été conquise de haute lutte. Elle n'a pas été... Il y a toujours un jeu entre les associations locales, les institutions et peut-être une troisième entité qui serait... qui sont les historiens locaux, les universitaires, les connaisseurs de l'histoire, qui peuvent évidemment apporter leur connaissance, qui souvent jouent un rôle sont un facteur de temporisation, de relativisation, qui apporte de la nuance aussi sur les dénonciations des collectifs mobilisés. Je dis que c'est des évolutions qui ont été conquises de haute lutte parce qu'elles ont mis des décennies à aboutir souvent, et que pendant longtemps, les collectifs militants et militants de la mémoire se sont battus un peu dans le vide, sans réponse. Oui. Alors, ce qu'ils ont pu obtenir dans les villes britanniques, par exemple, c'est une évolution des musées, de la façon dont les musées locaux évoquaient ce passé, donc traditionnellement très centrés de manière très insensible finalement à la part humaine de cette histoire, très centrée sur les flux économiques, les volumes de marchandises, l'importance un peu quantitative que pouvait avoir la traite négrière ou la traite en droiture liée aux colonies pour la ville et la richesse qui en a été tirée par ces villes. Et les nouveaux musées apparus en Grande-Bretagne dans les années fin des années 80, années 90 ont proposé des récits plus inclusifs, plus sensibles aux continuités de cette histoire dans le présent, c'est-à-dire à la situation d'inégalité raciale dans lesquelles sont les minorités noires en Grande-Bretagne comme ailleurs, ce qui se traduit dans d'autres récits, d'autres muséographies, d'autres récits qui laissent une place aux souffrances de l'esclavage et aux résistances, à la domination qu'ont exprimé ces communautés à travers l'histoire. D'accord. Alors, vous venez de parler d'une chose très importante, j'allais y venir, c'est justement la question raciale. Alors, dans ces pays, les notions de communautaire ont été acceptées. Hein, on va parler de la communauté caribéenne, voilà, il y a plusieurs communautés qui sont vraiment mises en avant. Est-ce qu'en France, il n'y a pas un point de friction sur ce point-là, parce qu'on doit respecter le triptyque liberté, égalité, fraternité? Est-ce que là, il n'y a pas une grande différence? Et ce qui rend l'exercice extrêmement difficile par rapport à cette expérience du vivre ensemble. Voilà. Oui, tout à fait. Une des difficultés auxquelles se heurtent les mobilisations mémorielles en France, c'est qu'elles sont renvoyées entre guillemets au communautarisme, à l'idée qu'elles ne sont pas légitimes parce qu'elles sont portées par des populations qui se revendiquent d'une identité qui n'est pas l'identité républicaine, mythifiée par le récit nationaliste républicain français traditionnel. Donc, une des raisons pour lesquelles c'est particulièrement difficile de faire avancer cette cause en France, c'est celle-là, effectivement. C'est que il est difficile de faire passer le message que le travail de mémoire qui est demandé ne concerne pas seulement une communauté, parce que finalement, ce que ces personnes mobilisées attendent, c'est une reconnaissance de leur inclusion dans la communauté citoyenne. C'est pas une forme de reconnaissance de leur caractère minoritaire. Sinon, il suffirait pour elles de construire une mémoire à part, sectorisée quelque part à leur propre communauté, une mémoire collective interne. Mais le fait même de revendiquer que cette mémoire prenne place dans l'espace public, c'est une revendication de citoyenneté. C'est renverser le problème en disant l'espace public, lui, est communautaire car il est excluant de ces minorités qui n'ont pas la sensibilité qui était celle des négriers qui sont glorifiés aujourd'hui, ou des armateurs, ou des
des élites sociales qui étaient à l'époque dans un environnement idéologique raciste. Donc cette sensibilité différente demande à être intégrée dans le vocabulaire commun de la République pour ce qui concerne la France. Ouais. Est-ce que on identifie, enfin, sauriez-vous identifier les porteurs de ces revendications en France? Est-ce que vous avez une idée à peu près voilà, évidemment, il y a des associations, des collectifs. Comment est-ce que, entre les chercheurs, les universitaires, est-ce que vous sauriez définir des groupes? Alors, et peut-être même un historique, hein, parce que ça remonte à quand moi, je lis souvent que les premières revendications datent du bicentenaire, hein, de la célébration du bicentenaire de la Révolution française. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique peut-être rapide? Alors, ce serait plutôt le bicentenaire, oui, de la Révolution française, c'est possible, mais le 150e de l'abolition de l'esclavage, donc en 1998. Oui, a fait remonter. De 1848. Oui. Avec la marche, hein, je crois qu'il y a la marche. A fait remonter beaucoup de choses. Donc il y a eu une marche, effectivement. Alors, pour répondre sur l'origine de ces collectifs, on trouve un premier rôle qui est celui de la minorité antillaise présente en métropole. Parce que c'est en résonance avec des évolutions qui datent des années 80 à l'origine dans les départements d'outre-mer. Un contexte politique aussi qui était celui des progressions des revendications d'autonomie, d'indépendance culturelle. Donc sous François Mitterrand, il y avait une première mesure qui avait été prise, c'était de consacrer une date de commémoration propre à chacun de ces territoires pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Et quelque part, le travail identitaire de ces communautés, qui consistait à se réapproprier la généalogie esclave, parce qu'elle avait été évidemment occultée dans un espoir d'intégration qui aliénait cette part du passé. Donc, il y a eu un travail culturel d'abord. Vous connaissez les auteurs de la créolité, Édouard Glissant, Félix Chamoiseau, qui ont reconquis du point de vue identitaire cette appartenance-là. C'est l'importance de ce passé. Et ça s'est traduit ensuite en métropole dans des revendications, c'est vrai, autour de la commémoration de 1998. Ce ne sont pas les seuls à se mobiliser sur le sujet. Le CRAN, à certains moments, s'est aussi intéressé à la question de la façon dont on commémore l'esclavage en France. Mais derrière tout ça, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un investissement dans notre pays de la question mémorielle sous son angle symbolique. C'est-à-dire qu'il est difficile de faire porter des revendications d'égalité raciale, de lutte contre les discriminations, de lutte contre le racisme dans le contexte institutionnel français pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. La notion de communauté est difficile à faire avancer dans l'espace public. Du coup, les questions de mémoire sont devenues l'un des supports privilégiés pour faire avancer ce passé-là. Un support pédagogique, expliquer d'où viennent les catégories raciales, qu'est-ce qui les a transformées dans l'histoire, et puis une forme de lutte pour la reconnaissance qui consiste à travailler le récit national pour obtenir quelque chose qui est conçu comme une étape dans une meilleure inclusion en termes matériels, en termes sociaux de ces minorités, et donc une lutte contre la discrimination. Ouais. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, et puis du coup ça m'amène à la question que je vais vous poser, c'est qu'il y a un point commun, qu'on soit finalement à Liverpool ou à Bristol, à Paris, à Pointe-à-Pitre, c'est que finalement il y a quand même un enjeu global. Et cet enjeu global, c'est l'enjeu de l'injustice sociale, hein. Cette expérience de vie où on subit la discrimination, le racisme, et on se rend compte que toutes ces revendications ont tout de même cela en commun. Est-ce que vous l'avez remarqué aussi au moment de vos recherches? Oui, c'est quelque chose qu'on peut très facilement constater, c'est que la mémoire de l'esclavage n'est pas une mémoire patrimoniale neutre qui serait juste, qui aurait à voir avec une sorte de devoir de mémoire objectif et neutralisé. Derrière, il y a des enjeux identitaires très lourds, des enjeux de définition de la citoyenneté, des enjeux de définition de l'égalité. Donc, c'est très entremêlé avec la façon dont est posée la question raciale, la question des discriminations raciales dans chaque société. D'où les différences qu'on peut constater entre les régimes mémoriels américains, qui inspirent beaucoup de sociétés, mais qui sont retraduits après selon des caractéristiques propres, les régimes mémoriels britanniques et le régime mémoriel français, marqué par cette adhésion très forte au principe de la République, le rejet de la culpabilisation, la notion de repentance, par exemple, d'anti-repentance, qui est très forte dans notre pays et qui l'est beaucoup moins dans d'autres contextes.
On reparlera un petit peu plus tard, du coup, par rapport à cette expérience que vous avez accumulée, des solutions, en tout cas des pistes de réflexion sur des solutions ou des aménagements possibles que vous auriez peut-être observés dans les autres villes. Donc, déjà, merci pour tout ceci. André Rosweg, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes militant charismatique, militant associatif de Bordeaux. Vous êtes initiateur et co-auteur avec Sandra Merlet et une demi-douzaine d'autres co-auteurs du guide du Bordeaux colonial. Alors, le guide du Bordeaux colonial, c'est un guide qui est paru, qui est récent, hein, je crois qu'il est paru en 2020. C'est juin 2020. Voilà, et pour vous citer, hein, ce guide a pour vocation de montrer la ville de Bordeaux sous un autre angle. Alors ça, c'est très intéressant, je l'ai trouvé, parce que vous allez pouvoir nous dire quel est cet autre angle et quel est celui que vous nous proposez de voir à travers le recensement de plusieurs noms de rues de Bordeaux. Alors, notre initiative n'est pas totalement originale. C'est 2 ans auparavant que les éditions Stylebs ont publié le guide du Paris colonial et des banlieues, et qui fait ce travail de recensement des rues. Et quand nous avons vu ce livre, nous avons eu l'idée d'inviter les auteurs, en l'occurrence Didier Epstein, qui est venu à Bordeaux en fin 2018, et nous avons entamé la fabrication de ce guide du Bordeaux colonial et de la métropole bordelaise. L'idée, peut-être plus qu'à Paris, c'est à quel point donc on perçoit comment la construction de l'État français comme État central et État capitaliste est liée à la construction de l'Empire, à commencer par la traite négrière. Ça, c'est le premier point. On ne peut pas comprendre, et malheureusement, nous pensons que dans l'enseignement de l'histoire, les choses ne sont pas claires, on ne peut pas comprendre la construction de l'État français indépendamment de cette action de construction coloniale, d'abord esclavagiste, puis coloniale. Et la deuxième chose, c'est que Bordeaux a joué un rôle central dans cette affaire. Bon, Bordeaux, pas forcément comme premier port négrier, tout le monde est d'accord maintenant, le premier port négrier c'est Nantes, mais comme le grand port colonial. C'est-à-dire qu'il y a eu cette participation à la traite négrière, qui a été un tabou sur Bordeaux pendant des décennies, mais il y a un rôle de structuration du commerce colonial qui est central. Marseille aussi joue ce rôle, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est qu'ils en sont très fiers, les édiles bordelais, et que pendant des décennies, ils ont honoré cette activité coloniale et cette activité esclavagiste. Bon. C'est-à-dire que, par rapport au sujet que vous nous proposez, qui est de décoloniser l'espace public, la première chose à laquelle nous avons essayé de contribuer, c'est de faire toucher du doigt à quel point cet espace public est effectivement saturé de références coloniales. Et à partir de là, on a fait ce travail, qui n'est pas un travail d'historien, qui est un travail de militant, général, plus souvent retraité que étudiante, comme Sandra Merlet, qui est partie prenante de notre travail et qui est présente aujourd'hui. Et nous avons cette idée que l'accumulation de ces rues va être un élément de compréhension de cette saturation de l'espace public. C'est dans ces conditions-là qu'on a fait ce travail. Je crois que ce travail n'est, je le dis tout de suite, il est à faire partout.
Bon, je suis content de savoir que il y a une équipe qui travaille pour un guide du Marseille colonial, qu'il y a une équipe qui travaille pour un guide du Rouen colonial, et il y a même, vous l'avez montré à l'écran, un guide du Soissons colonial, voilà. Parce que Soissons n'est pas connu comme port-négrier, mais par contre, il est une des villes au cœur de ces grandes plaines du nord et de l'est de la France où les tirailleurs marocains et la force, et les tirailleurs sénégalais et la force noire ont payé un lourd tribut aux guerres françaises. Voilà, donc ils ont laissé une trace, une mémoire existe de leur passage. Absolument, et aujourd'hui encore, à Soissons, c'est le général Mangin qui trône au milieu de la ville. Je dirais que, puisque nous sommes en Aquitaine, un des scandales les plus évidents est la manière dont la statue du maréchal Bugeaud trône au milieu de Périgueux, avec gravé au pied de la statue des réflexions positives sur son rôle de pacificateur de l'Algérie. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui. Alors, on va revenir, parce que du coup, vous êtes le spécialiste des noms de rues de Bordeaux. Et en discutant, vous m'avez fait découvrir un discours de Camille Jullian qui s'appelle « Ne touchez pas au nom des rues » et ça date de 1923. Donc, je sais qu'à Bordeaux, il y a quelques institutions qui portent le nom de ce monsieur, rue, je crois qu'il y a une place, c'est aussi le nom d'une école. Eh bien, ça m'amène à la question, qu'en est-il? Alors, bien sûr, vous avez écouté l'intervention de Renan. Qu'en est-il de Bordeaux? C'est ça, vraiment, la question qui m'intéresse. Est-ce que les édiles suivent ce conseil de Camille Jullian, qui date de 1923, ne touchez pas au nom des rues? Certes pas. Aujourd'hui, bon, il y a eu dans l'histoire de Bordeaux plutôt des urbanisations donnant lieu, en fonction de l'année auquel de l'actualité, les grands hommes n'ont pas été les mêmes à tous les moments. Et bon, et puis il y a eu quelques périodes où on a osé remettre en cause le nom des rues. Ça a été en particulier après la guerre 14-18, où on a vu les grandes batailles de 14-18 devenir le nom de toutes les grands cours de l'Argonne, de la Somme, etc. Et puis il y a eu quand même en 45 un cours dont j'ai oublié le nom initial, qui était devenu le cours du maréchal Pétain. Et là, il a été débaptisé en cours de la Libération. Donc, il y a eu des changements. Mais sinon, la position des édiles est une position prudente. Et pour le moment, je dois le dire, nous avons, avec la nouvelle équipe municipale, une position qui, pour le moment, est extrêmement prudente, voire négative sur le nom des rues. Ils sont plus favorables à des changements dans le nom des écoles, éventuellement. Mais, effectivement, ils proposent que les communautés scolaires en discutent. Et ça me paraît effectivement quelque chose d'intéressant. Peut-être que si nous n'obtenons pas rapidement que l'avenue Thiers, dont nous demandons qu'elle soit débaptisée, parce que Thiers est quand même le symbole à la fois du soutien à la France coloniale et le fusilleur de la commune, cette année, 150e anniversaire, nous paraîtrait une excellente initiative et une excellente occasion pour nous débarrasser de ce nom. C'est un mot là-dessus. Je vous en prie. Thiers a eu, c'était l'avenue de Paris. Adolphe Thiers. On parle d'Adolphe Thiers. Meurt en 1878. Dès 1879, l'avenue de Paris devient l'avenue Adolphe Thiers. Et elle devient cette rue structurante de la rive droite de Bordeaux, qui est une zone extrêmement industrielle, avec une population ouvrière.
Et on a vraiment l'impression que le conseil municipal donne un avertissement clair à la population de la rive droite. Nous honorons Thiers, et nous honorons Thiers parce que il a mis fin à la commune, comme vous savez qu'il a su mettre fin à la commune avec les dizaines de milliers de morts que cela suppose. Donc, on a cet exemple-là. J'espère que la pétition qui a commencé finira par être suffisamment puissante pour que la mairie de Bordeaux constate qu'il y a au moins un geste symbolique à faire. On va pas peut-être débaptiser des centaines de rues, mais qu'au moins celle-ci change. Je pourrais prendre d'autres exemples. Oui, voilà, exactement. Alors, il y a un exemple, je ne sais pas si qui est un peu particulier, qui est l'exemple d'Émile Gentil. Oui. Bon. Alors Émile Gentil, effectivement, on peut en parler. Alors Émile Gentil, vous avez à l'écran la plaque à Émile Gentil, le glorieux explorateur du Tchad-Congo 1895-1901. Il est honoré comme explorateur. Oui. Il n'est pas honoré comme gouverneur du Congo. Il n'est pas honoré comme celui qui a couvert une répression de toute révolte dans les populations qui étaient sous son gouvernement. C'est une histoire énorme. Je me permets de citer une histoire qui est assez peu connue maintenant, mais qui était très médiatisée, qui est page 210 du guide. Mais justement, votre guide, il est assez détaillé et puis il est assez recherché. Où est-ce que vous avez fait toutes ces recherches? Je vous cite ça et puis je reviens. À l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, on est en 1903, deux jeunes administrateurs coloniaux, Georges Tocqué et Fernand Got, à Fort Crampel, dans la région de Loubandie-Chari, après un copieux repas très arrosé, décident d'introduire un bâton de dynamite dans l'anus d'un Congolais qu'ils accusaient de trahison et le font sauter. Ils décidèrent également, quelques jours plus tard, de décapiter un autre condamné, de cuisiner sa soupe pour la faire déguster aux parents et aux amis du supplicié. Tout cela sous l'autorité du gouverneur Gentil. Il y a des moments où il faut rentrer dans le concret. Je veux dire, quand on parle de style colonialisme, ce n'est pas simplement des règlements. Bon. Gentil, cette affaire-là est connue en Europe. Elle est développée dans la presse. Et elle provoque la décision d'envoyer Savorgnan de Brazza, qui n'a pas la même image, pour faire un rapport. Ce rapport n'a jamais été publié, sauf récemment dans une édition. Bon. Mais il n'a jamais été. Et Gentil n'a jamais été déplacé, et Gentil a tout fait pour s'aborder la campagne de Gentil. Mais à Bordeaux, le groupe colonial post-scolaire, dont nous avons découvert récemment l'existence, est à l'origine de la mise en place de cette plaque à Émile Gentil, qui donc est dans l'espace public comme glorieux explorateur. Alors, merci André, vraiment pour ces exemples qui sont très révélateurs du problème, s'il en est un. Mais justement, je voudrais revenir au slide précédent avec une petite... voilà, moi je suis allée sur le site de Bordeaux, de la ville de Bordeaux, et c'est bien indiqué, donc c'est ce qu'on appelle la commission de la biographie. La biographie n'est pas un sujet anodin, c'est un acte politique. Donc on en revient à ce que disait Renaud, une mission essentielle permettant d'inscrire sur le territoire dans la durée l'histoire et les mémoires, c'est bien mémoire au pluriel, qui font les identités de notre ville et les archives de demain. Donc, nouvelle rue, place, espace, bâtiment public, quels sont ces noms qui y figurent et surtout, comment sont-ils choisis? Qui choisit, qui parle, qui décide des noms de ces rues aujourd'hui en 2021? Je ne parlerai pas de 2021 puisque je ne crois pas qu'il y ait eu en 2021 de nouvelles rues dénommées, mais je parlerai des dernières années avec deux exemples. Vous avez
le consul des États-Unis de l'époque Obama, qui fait une démarche auprès de la mairie de Bordeaux pour demander que Martin Luther King fasse l'objet d'un hommage local. Je crois que tous les consuls des États-Unis ont fait ça un peu partout. Et donc c'est à la demande des États-Unis qu'il y a une sente, un passage, une promenade Martin Luther King le long de la Garonne, et elle passe sous le pont de Pierre, donc le long de la Garonne. Donc c'est la dénomination d'un lieu où n'habite personne, sauf éventuellement les SDF qui vivent sous le pont quand ils n'ont pas d'autre endroit pour se mettre. Là, on a l'exemple type du fait que on cherche aujourd'hui des lieux qui ne changent l'adresse de personne. Bon, je pense que dans les temps qui viennent, la mairie de Bordeaux sera d'accord pour donner des noms à tous les ronds-points, parce que ça, c'est assez pratique. Maintenant, on donne des noms aux ronds-points. Bon, le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est que, à la suite de demandes militantes, il avait été question de donner le nom de Frantz Fanon à une sente dans les quartiers qui se construisent du côté de Ginkgo, du côté, pas loin de la base sous-marine ou des bassins à flot. Et le conseil municipal, sur avis de la commission de géographie, a décidé à la quasi-unanimité qu'un bout de rue, bon, ils ont simplement oublié de demander à la Fondation Frantz Fanon et à la famille s'ils en pensaient, mais ça c'est une incorrection donc qu'on va mettre de côté. Ils ont décidé de désigner une ruelle pour Frantz Fanon. Sauf que ça n'a pas plu à tout le monde, que l'élu du Front National s'y est fortement opposé, et qu'on a vu le début d'une pétition de nostalgique de l'OAS faisant état du fait que Frantz Fanon avait soutenu et avait participé au Front de Libération Nationale en Algérie, et en conséquence, comme il n'y avait pas apaisement, eh bien, Alain Juppé a renoncé à ce qu'il y ait une rue Frantz Fanon sur Bordeaux. Ce thème de l'apaisement est un des thèmes qui personnellement m'agace profondément, parce que je n'ai pas de l'esclavage, de la traite et du colonialisme une mémoire apaisée. Je ne vois pas pourquoi. Et si je n'ai pas une mémoire apaisée, c'est pas parce que je voudrais être toujours en colère, c'est parce que ce colonialisme, il est encore aujourd'hui présent. Ce racisme systémique qui existe dans notre pays, il est présent. Et à partir du moment où ce présent-là n'est pas apaisé, je n'ai pas une mémoire apaisée. Oui, mais bon, moi je voudrais quand même qu'on revienne à cette question qui est quand même une question importante, c'est comment sont choisis ces noms de rues. Donc j'ai entendu, je parlais des commissions de géographie. Ma question, c'est de savoir, et elle est également valable pour vous, Renaud, de par vos expériences, est-ce que les collectifs associatifs, moi j'en connais plusieurs à Bordeaux, dont l'association Mémoire et Partage qui fait un travail formidable, est-ce que les chercheurs, les universitaires sont associés à ces démarches-là? Est-ce qu'ils sont écoutés? Je réponds d'abord. Comme tu veux. Je pourrais pas répondre particulièrement pour Bordeaux, mais ce qu'on peut souligner, c'est que historiquement, c'est des cénacles très restreints qui ont décidé du nom des rues dans les villes, et y compris dans la période contemporaine. Il y a peut-être eu, sous l'effet de la mobilisation, une ouverture un peu plus large. Je crois qu'il y a des démarches participatives dans les nouveaux quartiers qui visent à faire voter les habitants sur une liste de noms ou à élaborer une liste de noms et ensuite la commission vote. Donc il y a quand même une démarche d'ouverture. Mais la marche arrière qu'a fait Bordeaux sur Frantz Fanon indique bien qui conserve le contrôle quand même de ces décisions. Ça pose un problème tout de même. Alors la nouvelle municipalité de Bordeaux a intégré dans ses membres, tout en gardant les anciens, plusieurs co-auteurs du guide du Bordeaux colonial. Donc nous sommes dans cette commission. Et d'autre part, dans l'ancienne commission, l'association Mémoire et Partage qu'a fondée Tarfa Diallo a été pendant un temps
partie prenante de cette commission. Ça ne s'est pas bien passé dans cette commission. Cette commission a, sur un argument juridique, décidé que Tafa Diallo ne pouvait plus participer à cette commission, mais surtout, par rapport à toutes les listes qui ont été proposées, on s'est aperçu de la difficulté, et en particulier sur Bordeaux par rapport aux négriers, c'est que les noms qui ont été donnés aux rues, au 19e, sont souvent des noms de famille. C'est la famille qui est honorée. Oui. C'est pas tel ou tel membre de la famille Balderis-Stuttenberg, c'est la famille Balderis-Stuttenberg qui a le droit à son boulevard et son cours. Et à ce moment-là, on va toujours trouver des gens présentables dans la... bien sûr, l'autre élément, c'est qu'ils ne sont pas honorés comme négriers. Ils sont honorés comme bienfaiteurs de la ville. C'est-à-dire que les fortunes accumulées dans le commerce triangulaire et dans le commerce en droiture, le commerce colonial, ils en ont fait ruisseler une partie. Bon, le fonctionnement, je n'ai pas le calcul possible de la part de cette fortune qui a été... On sait souvent d'ailleurs au moment d'un legs que on va faire ruisseler une partie de ce qui a été accumulé et donné à la ville. Bon, c'est aussi une manière. Jacqueline Lalouette, qui est l'auteur des Statuts de la Discorde, parlait justement de ces imprécisions par rapport aux revendications lorsqu'il s'agissait d'un nom de famille. Et qu'en réalité, comme vous le disiez, parfois c'était des familles bienfaitrices et non pas des esclavagistes qui étaient en réalité honorés. Donc parfois, c'est vrai que ça porte à confusion. André Rosac, je vous remercie pour vos précisions. Et je vais rebondir sur une chose que vous avez dite et qui est extrêmement importante, c'est que finalement, il y a toujours un rappel très contemporain d'un passé violent et douloureux, et donc qui n'est pas apaisé. Et donc, je vais donner la parole à Isiaka Hanam. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Isiaka Hanam, vous êtes auteur, vous êtes passionné de littérature, vous êtes aussi sociologue et psychologue clinicienne de formation. Et en lisant votre parcours et en discutant avec vous, votre parcours, vos diverses expériences, j'ai vraiment eu envie de parler avec vous de violence symbolique. Lorsque justement certaines mémoires sont mal ou pas représentées, quelles sont les résonances, quelles sont les conséquences, et vraiment parler de ce fameux passé qui finalement ne passe pas et qui a des résonances sur chacun d'entre nous selon évidemment nos sensibilités. Effectivement, pour moi, c'est important de parler de cette question de l'héritage vivant, de cette histoire-là, parce que l'erreur quand on aborde ces questions, c'est souvent de dire c'est du passé, c'est terminé, c'est clôturé. Sauf que ce passé n'en finit pas de ne pas passer, pour reprendre les termes de Pierre Thévanian, essayiste. Moi, pour parler de mon travail, dans mon écriture, j'essaie d'aborder la question des traces intimes de cette histoire coloniale et les enjeux raciaux associés à ça. En tant qu'auteur, en tant que psychologue, j'ai beaucoup travaillé avec des populations issues de l'immigration et notamment des immigrations post-coloniales, et j'ai pu entendre ce que cette histoire-là, au présent, vient produire en termes de violence que vivent ces populations au quotidien. Par rapport à ça, c'est vrai que moi, je suis née dans un pays, arrivée en France à 5 ans, avec la nationalité française, et chaque jour, on vient me rappeler que non, je ne peux pas me penser comme française. Quand on me dit « tu viens d'où ?» et que je dis « de Seine-et-Marne », on me dit « mais d'où viens-tu vraiment ?» C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toute une partie de la population française qui parfois y est née, ce qui n'est pas mon cas, mais qui souvent y est née, qui est considérée comme des citoyens de seconde zone. D'où toute la violence de cette question-là, parce qu'effectivement, par rapport au statut déboulonné notamment, on a parlé de la violence de ces scènes. C'est en face, à un moment donné, oublier toute la violence symbolique, sociale, politique, historique, psychique, qui traverse les populations concernées très directement par cette histoire-là et qui emportent l'héritage chaque jour dans leur corps.
Par rapport à ça, effectivement, cette mémoire pourrait s'apaiser si au présent, on n'était pas chaque jour, quotidiennement, régulièrement, inlassablement confronté à ces questions qui, à un moment donné, nous empêchent de pouvoir se dire « abordons-la complètement sereinement ». Pour donner quelques chiffres, et là je prends les chiffres du rapport du défenseur des droits, Jacques Toubon, l'année dernière, 2020, par rapport à la question des discriminations liées à la couleur de peau. Par exemple, une personne noire en France aujourd'hui, en envoyant un CV avec exactement les mêmes compétences et les mêmes contenus de CV, aura 30% de chances en moins d'obtenir un entretien. Ça signifie qu'en envoyant un CV, déjà, il y en a un CV sur 3 qui finit à la trappe du fait de notre couleur de peau. Et ensuite, on va pouvoir être considéré sur ces 2 autres CV sur 3 à peu près à la même place que les autres. De la même manière, pour la recherche d'un logement, à revenu égal, à dossier égal, 31% de chances en moins d'obtenir un rendez-vous avec un propriétaire pour accéder à un logement. Donc à un moment donné, au-delà de la dimension historique, c'est aussi comment au présent cette déshumanisation des corps noirs continue à être active et à abîmer les vies des personnes. Abîmer les vies au sens très concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le racisme tue. Le racisme tue effectivement pas d'une mort brutale comme on le montre effectivement aujourd'hui. On parle beaucoup des violences policières, mais le racisme tue surtout par ses formes les moins visibles, c'est-à-dire d'une mort lente mais certaine. On sait que les répercussions de ces inégalités-là, au niveau de l'emploi, du logement, au niveau de l'éducation et sur un certain nombre de choses, ont aussi un impact sur la santé physique et la santé mentale des populations concernées. Oui. Mais alors, devant cette complexification, je pense qu'on peut utiliser ce terme des mémoires, qu'en est-il des édiles? Parce que j'entends souvent qu'il y a un déni, il y a un déni des mémoires sous le prétexte de la République, etc. Comment gérer d'une certaine manière tout ça? Effectivement, il y a une vraie question parce que moi je dis souvent en France, finalement la question du débat c'est comment décoloniser l'espace public, mais j'ai l'impression qu'en France on n'a pas encore finalement dépassé l'étape du déni, ce qui signifie que penser le comment, oui, c'est encore un peu tôt. Presque déjà c'est un peu tôt parce que entendre qu'il y a une nécessité en ce sens-là, une nécessité vitale, c'est-à-dire au sens propre du vital, une urgence vitale avec des vies qui sont en jeu. Déjà en France, on a du mal à l'entendre, donc c'est un peu problématique. C'est vrai que cette idée d'un passé qui n'en finit pas de passer, c'est aussi le propre du trauma. Dans la dimension de trauma, il y a quelque chose à un moment donné qui ne peut pas se dépasser tant qu'il n'y a pas eu reconnaissance. Tant qu'il n'y a pas eu reconnaissance, il y a retraumatisation au quotidien de circuler, par exemple, dans des villes qui portent les traces de cette histoire-là en célébrant des personnages qui, effectivement, ont fait couler du sang et pas en petite quantité en plus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, peine à être entendu. Souvent, quand on parle de la question raciale, les gens parlent de l'inconfort. C'est inconfortable de parler de ces questions. Ça ne peut pas être confortable de parler de la violence sociale à un moment donné. Ça ne peut pas être confortable et apaisé. Mais à un moment donné, le prix social et sociétal est bien plus lourd de ne pas la prendre en compte que d'éviter cet inconfort-là. Et effectivement, les chercheurs, les collectifs qui travaillent sur ces questions-là sont aujourd'hui souvent taxés d'être finalement la cause d'un délitement social, sont taxés d'un certain nombre de choses qui font que même au niveau légal, il y a une tentative de criminaliser un certain nombre de ces pratiques, ce qui pose question, parce que là, le dévoilement de la violence vient être posé comme cause de la violence elle-même, ce qui fait qu'on a le sentiment d'être dans une impasse qui permet pas d'avancer, que ce soit au niveau intime du vécu des personnes, des familles, mais au niveau aussi collectif en tant que société sur ces questions-là. Donc, il paraît, merci pour ce témoignage, mais du coup, les revendications, finalement, ne naissent pas de rien ou d'une simple sensibilité. Non, derrière, il y a bien un enjeu global beaucoup plus important, qui est celui de ces revendications-là et
comment dirais-je, de la constitution de de notre vivre ensemble finalement. Est-ce que Renaud, vous sauriez rebondir sur ce que vient de dire Isiaka Anam? Complètement, il y a une forme d'oppression symbolique à maintenir ce nationalisme impérial dans l'espace public. Il faut regarder l'époque à laquelle ces noms des rues et ces statues ont été sédimentés, gravés dans le marbre, dans la pierre en fait. C'est une époque où le nationalisme français est impérialiste, est impérial. Donc c'est une idéologie située dans le temps. La retrouver aujourd'hui dans les rues, c'est perpétuer, d'une certaine manière, c'est perpétuer cette idéologie. Le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis s'est attaqué au statut des grands personnages confédérés. Le général Lee sur son cheval, grande statue équestre en Virginie. La première chose qu'ils ont faite, c'est intéressant à voir quand même. Le problème, c'est les discriminations raciales, un volume énorme aux États-Unis, extrêmement dramatique en termes de prison, de crimes par la police, etc. Il y a l'affaire George Floyd, une parmi des milliers, qui déclenche un mouvement inouï. Ce mouvement débouche sur quoi finalement? Une mobilisation sur le racisme systémique dans la police, mais elle existe depuis des décennies, et une vague sans précédent pendant 2 mois qui fait tomber l'une après l'autre les statues confédérées du sud des États-Unis, et qui fait tache d'huile en Grande-Bretagne, en France, un peu partout dans le monde, et qui fait tomber des statues de par le monde. Pourquoi est-ce qu'on passe d'un problème de discrimination, de racisme, de meurtre raciste dans la police à un problème de statut? Et c'est exactement pour les raisons qui viennent d'être explicitées, qu'il y a une oppression symbolique quotidienne. Ouais. Quand vous vivez à Richmond, en Virginie, que vous passez au pied de ces statues confédérées qui ont été implantées là dans une logique d'exclusion symbolique, il s'agissait de faire perdurer l'idéologie américaine pro-esclavagiste à travers le temps, pro-ségrégation aussi. Vous passez au quotidien sous ces statuts. Oui. Au quotidien. Vous êtes en permanence imprégné par cette idéologie raciste, donc c'est une agression quotidienne. D'où cette réaction d'attaquer. C'est plus facile probablement de faire tomber une statue que de réformer la police. Évidemment, il faut d'ailleurs se battre sur les 2 tableaux et pas sur un seul. Mais c'est compréhensible qu'on veuille faire tomber cette oppression symbolique quand on est en situation de la subir et d'en souffrir, comme ça a été parfaitement bien explicité. Ouais. J'imagine que vous, André, de la même façon, vous comprenez qu'on puisse être offensé, blessé par un passé qui est soit ignoré ou alors qui n'est pas respecté, et que cette douleur puisse, qui a un rapport avec le passé, puisse survenir encore dans nos présents, lorsqu'on passe, je sais pas, devant la statue d'un général Lyotet, d'un Colbert. Est-ce que vous comprenez ce mécanisme psychologique? Il y a presque une forme de psychanalyse finalement qui est mise en... Est-ce que cette dimension, vous la comprenez? J'imagine que oui. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais dire que on a parlé des administrateurs et des militaires, et des commerçants et des armateurs. Je pense que ce système-là avait aussi besoin d'idéologues. Et ces idéologues qui ont justifié le racisme scientifique, entre guillemets. Or, ces idéologues sont toujours là, dans l'espace public. Je prendrai deux exemples. Celui de Paul Bert, qui, lui, pour moi, est un symbole, effectivement, assez extraordinaire, puisque, en tant que scientifique, il justifie les différences raciales, les inégalités raciales. En tant que ministre de l'instruction publique, il écrit le livre de sciences où il explique que les différentes races sont inégales. En tant que politique, il défend la colonisation. Et finalement, son dernier poste, ça sera d'être administrateur du Tonkin. Donc, il a la totale. L'autre exemple que nous prenons souvent, c'est que encore aujourd'hui, nous avons une rue Broca, qui a donc créé la société d'anthropologie et les études de crânologie, qu'il a y compris un peu saboté, qui est capable d'écrire que puisque le cerveau des femmes est en moyenne sensiblement inférieur à la taille du cerveau des hommes, et que il est entendu
que, en moyenne, les femmes sont moins intelligentes que les hommes, dans la mesure où on constate que le cerveau des Noirs est en moyenne plus petit que le cerveau des Blancs, on peut en conclure qu'ils sont moins intelligents. Ça, c'est, comme dirait l'autre, un sacré biais scientifique dans l'analyse. Broca, et je le dis en remerciant la région Aquitaine de soutenir notre initiative d'aujourd'hui, Broca, en 2017, a été désigné comme le parrain par la région et par l'Université de Bordeaux pour le Centre européen de neurosciences, Centre Broca. Bon, je suis convaincu que Broca était probablement un très grand scientifique et que la découverte de la zone de Broca pour tous les neuroscientifiques, est une découverte importante. Mais quand on choisit non pas par les sciences, mais d'honorer quelqu'un et qu'on choisit Broca pour le Centre de neurosciences aquitain, je m'adresse à la région qui nous soutient ce soir pour qu'elle y réfléchisse. Ouais. Alors justement, il y a un point qui est important, que vous venez, souvent on y revient, c'est le problème de l'éducation et des connaissances, des partages de connaissances. Est-ce qu'il n'y a pas à ce niveau-là un manque de connaissances, alors des deux côtés, au niveau de cette histoire coloniale et cette histoire esclavagiste? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un travail à faire à ce niveau-là, Isiaka Hanam, par exemple? Je pense qu'il faut commencer par une volonté, déjà, de faire ce travail, parce qu'effectivement, il y a des tas de stratégies d'évitement, comme vous disiez, cette dimension de se dire « Ah bah comme c'est pas apaisé, on va pas y aller ». Donc Frantz Fanon, il passe à la trappe. Et à un moment donné, on s'en sort pas. Effectivement, c'est aussi toute une culture, en fait, à repenser dans la manière dont on se pense dans cette histoire-là, parce que, évidemment, qu'on garde aujourd'hui encore un héritage dans nos manières de penser le monde, les sociétés, les hommes, de ces visions qui tendaient à hiérarchiser les sociétés, hiérarchiser les populations. Alors aujourd'hui, dans la plupart du discours commun, on sort de cette hiérarchisation par les races, mais finalement, on a gardé, dans des formes d'évolutionnisme culturel, une vision quand même d'une certaine supériorité et infériorité de certaines cultures, avec des comportements qui, dans leur inconscient, sont structurés aussi par cette vision-là. Et c'est, pour moi, c'est vraiment toute cette partie invisible de l'iceberg qu'il faut prendre en compte, parce que finalement, le racisme qui s'exprime de manière criante, finalement, on a les outils pour travailler dessus. Le problème, c'est toute cette dimension insidieuse qui est inscrite dans notre culture, qui est inscrite dans les représentations, dans les médias, dans les livres, dans le théâtre, dans les arts, de certaines populations qui, à un moment donné, sont toujours assignées à des places infériorisées et qu'on n'arrive pas à penser dans leur complexité d'être humain. Donc, au niveau éducatif, il y a énormément à faire, aussi bien au niveau de l'éducation scolaire, l'éducation nationale, et en tant qu'adulte, dans la manière dont on produit aussi des objets culturels qui viennent dire les récits de ce monde-là, et à un moment donné, qui bouge pas beaucoup, en fait. On a le sentiment que ça bouge, que ça change, mais finalement, quand on voit les chiffres à la fin, le changement social, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, oui. Est-ce qu'il y a, Renaud Ocam, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir un espace public neutre? C'est-à-dire des statues, des stèles, qui soient finalement, je dirais pas qu'ils iraient à tout le monde, mais des statues finalement sans identité collective. Est-ce que... Quel intérêt? L'espace public doit être politique, puisqu'il nous représente. Il représente nos valeurs, les valeurs. A priori, il devrait représenter les valeurs contemporaines. Il est un espace d'expression. Donc, autant s'en servir pour faire de la pédagogie, par exemple. Faire de la pédagogie autour des questions coloniales, autour des questions de l'esclavage, en mettant en avant les personnages historiques qui ont pu jouer un rôle dans la lutte contre le système colonial. Frantz Fanon en fait partie. Dans la lutte contre l'esclavagisme, et qui ne sont pas présents dans l'espace public aujourd'hui, mais qui pourraient, de cette manière, accéder non seulement à une postérité symbolique, mais aussi faire parler d'elles, avec des systèmes, évidemment, pédagogiques au pied des statuts. Ça, on peut en inventer de mille sortes. Et ce serait, à mon avis, passer à côté d'une belle occasion de faire de la pédagogie que tu as explicitée à l'instant,
que de neutraliser l'espace public. Sinon, à mon avis, ça n'a pas de sens. Ça doit rester politique, mais par contre, ça doit être démocratique. Ça doit être concerté, et ça doit être représentatif de ce qu'est la société d'aujourd'hui, qui n'est plus une société enfin, j'ose l'espérer, de mâles blancs virilistes conquérants de populations à soumettre. André Rosweg, faire place aux absents, c'est-à-dire, comme le disait, le proposait Renaud, honorer peut-être d'autres figures, des figures qui ont d'autres idées politiques, d'autres idées philosophiques, tous ces acteurs de l'antiracisme qui sont très peu, voire pas du tout, entre guillemets, mis en avant dans l'espace public. Est-ce que ça, c'est une possibilité? Est-ce que vous pensez que ce sont des idées qui passeraient, hein? Récemment, le président Macron a demandé une liste de 318 noms. Alors, voilà, est-ce que tout ça, est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que... Je trouve, à titre personnel, que c'est très régalien. Cette idée que la liste des noms qui pourraient être donnés aux écoles et aux rues doit venir du président de la République. C'était une idée. Ça me paraît effectivement une vision assez surplombante du fonctionnement démocratique. Mais bon, comme je n'ai pas analysé la liste, je n'en dirai rien. Ce que je peux donner au moins comme exemple, c'est qu'en ce qui concerne Bordeaux, pour l'avenue Thiers, nous avons des propositions. Il y a par exemple Louise Michel. Dans son programme électoral, la mairie constatait qu'effectivement un des problèmes était la très faible représentation des femmes dans l'espace public au niveau de symbolique, etc. Je pense que Louise Michel, en ce 150e anniversaire de la commune, c'est l'exemple de quelqu'un qui a une histoire anticoloniale et féministe qui pourrait être présente pour une école, pour une avenue. Bon, on a une femme qui habite définitivement, je pense, à Bordeaux, puisqu'elle est au cimetière de la Chartreuse, Flora Tristan. Je trouve que Flora Tristan a besoin de plus que la petite plaque qu'elle a sur un immeuble, et que une école, une rue, un établissement public pourrait effectivement prendre le nom de Flora Tristan. Je prends juste ces exemples-là. Mais il faut bien se rendre compte des réticences et des blocages qu'il y a à ce niveau. Alors ça, et je pense que les réticences et les blocages, ça c'est important justement, qu'on comprenne bien d'où viennent ces réticences et d'où viennent ces blocages. Ça c'est important, André. Je crains que on présente le blocage uniquement d'un point de vue technique et administratif. C'est vrai que si on change le nom d'une avenue, ça veut dire un certain nombre de dépenses techniques, mais ça suppose aussi pour chaque riverain, on fait valoir que les riverains, ça va pas les amuser d'être obligés d'envoyer 30 changements d'adresse. Ça les dérange pas d'habiter dans le nom le nom d'un exterminateur colonial. C'est pour ça que je pense que l'idée d'essayer d'associer effectivement les populations à ces changements est extrêmement important, et c'est pour ça que le collectif qui aujourd'hui sur Bordeaux s'intéresse au fait que l'avenue ne doit plus s'appeler Thiers, non seulement a distribué une information aux riverains, mais envisage de faire du porte-à-porte, d'expliquer en quoi, effectivement, pour la ville, pour sa population, dans sa diversité, maintenir une avenue Thiers, c'est pas une bonne idée. Donc là, je crois que oui, c'est important que les communautés scolaires n'aient pas l'impression que le nom de l'école leur est tombé dessus et qu'il faut faire avec, et que ce soit ayant été désigné aujourd'hui ou il y a 2 siècles. Je crois que c'est une bonne idée qu'effectivement les communautés scolaires se posent la question de savoir quel nom est donné à leur école. Je pense que ça peut faire effectivement aller dans le sens de cette prise en compte de la nécessité de décoloniser l'espace public. Oui.
toujours pour reprendre le titre de les startides de la discorde de Jacqueline Alouette, que faire justement de ces statues qui posent vraiment problème? On va prendre l'exemple de la statue de Colbert. L'idée de la muséification, ça s'est déjà vu au lendemain de la Commune, ou alors à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Pétain, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait envisageable, qui devrait être automatique, Renaud? Si l'idée est de conserver la mémoire de ces représentations du passé, au-delà de leur valeur parfois artistique, effectivement, on peut les sortir de l'espace public et les mettre au musée où leur signification devient toute différente. Oui. Il s'agit de faire de la pédagogie, de l'éducation à partir de ces statues. Au musée Tervuren à Bruxelles, qui est un musée au départ, un musée sur l'Afrique, qui est constitué à partir des collections coloniales impérialistes liées au Congo, au Rwanda, au Burundi, belge. Le musée a été réformé ces dernières années parce qu'il était sous le feu des critiques pour présenter, c'est exactement le débat qu'on a là, parce qu'il présentait la perspective impérialiste et colonialiste et raciste de la Belgique de l'époque. C'est posé ce problème de toutes les statues qui étaient présentes dans ce palais magnifique et qui étaient des statues à la gloire des conquérants et des exterminateurs coloniaux. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Donc il y a des raisons juridiques qui faisaient qu'elles étaient difficiles à déplacer et à sortir. Ils ont créé un espace au sein du musée qui s'appelle quelque chose comme les statues qu'on ne peut plus montrer. Elles sont toutes regroupées là. Ouais. L'effet de masse des statues regroupées leur enlève toute majesté, toute leur ancienne virilité, ou quand c'était des statues qui représentaient les personnages africains dans des postures défavorables, c'est annulé par cet effet de masse. Et à la place, il y a un texte didactique qui explicite pourquoi ces statues posent problème. Posent problème parce qu'elles véhiculent des représentations anachroniques, erronées scientifiquement évidemment, mais parce que souvent les personnages africains sont beaucoup plus petits que les personnages blancs, etc. Par exemple. Donc pédagogiquement, on peut très bien expliquer pourquoi ces statues posent problème et les montrer, mais pas dans l'espace public, dans un espace qui est fait pour l'éducation. Est-ce que Isiaka Anam, ça vous semblerait une solution parmi tant d'autres qui pourrait apaiser d'une certaine manière et répondre à ce besoin? J'ai du mal à trouver des réponses de solutions. Oui, mais de pistes. Le sujet est tellement... Mais celle-ci précise de la muséification, est-ce que... Je trouve ça intéressant. Après, faut aller creuser. C'est difficile de dire, faisons ça. Je pense qu'effectivement, ça demande un vrai débat public, une vraie réflexion pour pouvoir aborder les solutions. Oui. Parce qu'effectivement, le risque, c'est de se dire, bon, on a une solution, le président donne 318 noms, et puis on a réglé la question de la mémoire, etc., au présent, alors qu'on parle de quelque chose de systémique. Mais il faut bien il faut le penser de manière systémique. Donc, peut-être, je saurais pas répondre pour mettre un point vert ou un point rouge à cette solution, mais je pense que ça mérite d'être pensé, en tout cas. Alors, on arrive à la fin de notre première partie. Merci à Renaud Cade, Isiaka Anam et André Rosweg pour vos réflexions, en tout cas des pistes très, très intéressantes. On va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire l'échange avec le public. Mais avant de donner donc la parole au public, j'aimerais vous lire quelques mots de la chercheuse Ciliane Larcher, qui en 2013, au sujet d'un ouvrage qui traitait de l'influence de la traite négrière sur la culture française, elle disait que l'histoire de la traite et de l'esclavage colonial ne fut pas une histoire périphérique à celle de la construction de la nation française, pas une histoire au dehors, mais bel et bien une histoire au dedans. Et comme nos invités l'ont tour à tour démontré, cette histoire, ces mémoires sont bien loin de n'appartenir qu'au passé. Leur résonance dans nos présents, celui de notre pays, celui de nos villes et donc celui de nos vies, en font encore une question d'actualité, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors, j'ai plusieurs questions, évidemment, il fallait s'y attendre. J'ai une question qui est assez intéressante, parce que j'allais vous la poser en l'occurrence. Si nous n'avons pas de mémoire apaisée, si nous ne parvenons pas à communier toutes nos mémoires, comment faire pour avoir un passé commun et apaisé? Alors ça, c'est quand même une question
Vaste question, on va commencer peut-être par vous, André, si vous... Ah, il y a tout un processus. Hein. Quand on a fait le guide, on en a accéléré la conclusion pour qu'il paraisse avant début juin 2020, parce que le président Macron avait convoqué un sommet Afrique-France 2020 où 54 chefs d'État et de gouvernement devaient être présents et où on prévoyait des dizaines de milliers de participants au parc des expositions pour les stands des différentes entreprises montrant le dynamisme de l'Afrique. Nous nous sommes dit qu'il n'était pas possible que les 54 chefs d'État viennent à Bordeaux sans avoir un guide vraiment correct, utilisable. Et donc, on a accéléré la parution, sans bâcler. Mais nous avons participé à la préparation d'un contre-sommet. Parce que nous avons réellement eu le sentiment que c'était sous une nouvelle forme, une grande exposition coloniale qui nous était proposée à Bordeaux en 2020. Donc là, aujourd'hui, nous sommes, pour les membres du guide, sollicités pour participer à la réaction que les gens de Montpellier vont avoir, puisque le sommet va avoir lieu normalement début juillet à Montpellier. On va peut-être organiser une déambulation dans la ville de Montpellier pour montrer quels sont les noms qui sont donnés et quels sont les statuts que Georges Frêche y a placés. Mais je crois que il faut que nous fassions ce travail, mais sans considérer qu'il y a une priorité d'activité. Pour le moment, j'ai envie de dire, tant qu'en Afrique, Dassault joue le rôle qu'il joue, Bolloré joue le rôle qu'il joue, et Castel joue le rôle qu'il joue, pour prendre 3 exemples au hasard, je vois pas comment on organise l'apaisement. Oui, donc ça c'est une question auquel je ne sais pas si on aura une réponse aujourd'hui. Isia Kanam, peut-être des pistes. Je pense qu'effectivement, en faisant le lien effectivement entre la mémoire intime et la mémoire collective, c'est compliqué de parler d'apaisement quand au présent le trauma est encore actif et agit encore dans la retraumatisation des personnes, des populations elles-mêmes. Effectivement, à un moment donné, quand aujourd'hui l'Afrique est encore, même si elle est politiquement indépendante, mais économiquement, notamment diplomatiquement, encore prise dans ce qu'on a appelé la France-Afrique. Quand aujourd'hui, les populations issues de ces territoires vivant en France continuent à un moment donné à ne pas accéder à l'ensemble de leurs droits, on ne peut pas parler d'une mémoire apaisée. Si je suis encore dans le trauma, ma mémoire ne sera pas apaisée. Travaillons aussi sur le présent pour pouvoir autoriser de faire ce travail sur la mémoire de manière apaisée. Parce que les notions d'empathie, de bienveillance, de reconnaissance, d'intégration de ces éléments-là de la mémoire, de la prise en compte de la réalité, de ce que ça a abîmé dans les vies de nombreuses personnes, de ce que ça continue à écraser dans le quotidien des personnes, parce que tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, de mémoire apaisée, il n'y aura pas. Est-ce qu'on peut dire que les politiques mémorielles ont finalement échoué? Est-ce que c'est exagéré de dire ça, que c'est un échec? C'est qu'il y avait eu des lois mémorielles, etc., le devoir de mémoire, etc. Est-ce que elles n'ont pas échoué sur les sujets sur lesquels elles ont porté. La loi Taubira de 2001 qui a énormément fait progresser la présence dans l'espace public de l'esclavage, une commémoration chaque 10 mai, un comité, les programmes scolaires qui ont évolué, a fait quelque chose. Ce qui est étonnant, sur quoi on peut vraiment se poser des questions, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'équivalence sur la question coloniale. Il n'y a pas de musée de la colonisation en France. Il y a des programmes scolaires, je ne les connais pas dans le détail, mais mes souvenirs de scolarité, dans mes souvenirs est donné par
beaucoup de place, même pas de place du tout, à ce qui nous a été expliqué tout à l'heure, le rôle de Faidherbe, le rôle de Bugeaud, la façon dont on a conquis l'Algérie, pacifié entre guillemets le Sénégal, Madagascar. Tout ça mérite d'être su. Je pense qu'une bonne partie du problème des réactions négatives qui s'opposent à ces demandes vient du fait qu'il y a une vision un peu mythifiée de ce qu'était la colonisation. Il y a évidemment des restes de la grandeur. Il y a des gens qui tiennent à la grandeur de la France. Bon, il faut pas non plus être naïf politiquement. Il y a des forces conservatrices très très fortes qui s'opposent à ces demandes pour des raisons idéologiques, qui seront les derniers à convaincre. Mais sans aller vers ces segments de la population ou de la politique, il y a une majorité silencieuse, entre guillemets, de gens qui, en fait, ne connaissent rien à cette histoire. Donc, commençons par expliciter quels étaient dans les détails, les exploits des conquérants de l'Algérie ou du Sénégal. Par quoi ça passait, concrètement, de soumettre les populations. Le nombre de victimes, la façon dont elles ont été opprimées, les structures. Il y a une nécessité de comprendre. Ensuite, une fois que ce travail a été fait, je vois pas le coût politique qu'il y aurait à retirer Bugeaud de Bergerac ou Faidherbe de Lille et tous les autres. Je pense que c'est quelque chose qui peut assez facilement donner lieu à un terrain d'entente. Vous, André? Je voudrais saluer le travail de SOS Méditerranée. Je veux dire qu'aujourd'hui, parler de mémoire apaisée quand on ne respecte pas le droit de la mer et qu'on laisse la Méditerranée se transformer en cimetière, s'il y a autant de milliers de gens qui cherchent à traverser la Méditerranée, pour prendre cet exemple-là, il y a d'autres phénomènes migratoires, ce n'est pas indépendant de ce que sont les politiques des dirigeants de ces pays, de ces États, et ce n'est pas indépendant des forces économiques et politiques qui installent cela. Je suis là comme militant, quand je vois les conséquences, l'attitude de la France par rapport à la mort d'Idriss Déby, bon, qu'est-ce que vous voulez apaiser comme mémoire pour ceux qui ont été victimes des politiques dans ce pays? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voyez effectivement le président Macron nous proposer 318 noms de personnes respectables, mais intronisées pour des raisons de politique raisonnable, le fils du dictateur après le décès du père? Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais je suis d'accord que, heureusement, et ça c'est aussi une chose que je veux dire, les programmes scolaires sont une chose, le travail que font les enseignants est heureusement parfois un peu décalé. Ouais. Une question de Joseph Fourtanet. Qu'en est-il de l'opinion publique à ce sujet? Qui, peut-être Renaud, parce que comme vous avez fait pas mal d'articles. J'ai pas d'éléments très concrets sur l'opinion publique, mais je peux citer les arguments qui reviennent souvent et essayer d'expliciter en quoi ils peuvent être combattus. Par exemple, l'idée que effacer les statuts ou retirer les statuts, c'est effacer l'histoire. Oui, on parle de cancel culture, etc. Cancel culture, et surtout, on ne change pas les noms des rues parce qu'il ne faut pas effacer l'histoire. L'histoire disparaîtrait. Ça me paraît reposer sur une confusion qui est vraiment dommageable entre ce qu'est la mémoire et ce qu'est l'histoire. L'histoire n'est pas effaçable. Elle reste. Elle ne peut pas être pacifiée d'ailleurs, l'histoire. Le présent peut l'être, éventuellement, c'est difficile. Mais le passé, non, il est ce qu'il est. Donc il peut être expliqué, il peut être raconté. Si on règle cette confusion en expliquant que l'histoire a sa place au musée, dans les livres d'histoire, dans le travail des historiens, et que la mémoire, c'est un espace de débat politique légitime, à ce moment-là, l'argument d'effacer l'histoire, à mon avis, ne tient plus vraiment debout. Et que répondre aux personnes qui expliquent qu'en répondant positivement à toutes ces revendications, on efface l'identité nationale et l'histoire française? Et est-ce que c'est pas pour eux, d'une certaine façon, c'est plié justement à ce qu'on appelle la cancel culture? Que répondre à ces empêcheurs de tourner en rond, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut leur répondre?
Je pense qu'on se raconte aussi une histoire sur ce qu'est l'identité française. Aujourd'hui, en France, un Français sur 4 est issu de l'immigration à la première, deuxième ou troisième génération, c'est-à-dire la génération des grands-parents, ceux qu'on a pu connaître. Donc c'est pas très loin. Donc déjà, la France d'aujourd'hui, c'est un quart issus d'apports qui ne viennent pas de ce territoire hexagonal. Donc c'est aussi de sortir d'un récit national qui se trompe sur ce qu'est cette nation-là, parce que effectivement, elle est le résultat de ces apports multiples au fil du temps. Et que aujourd'hui, je pense que le problème, c'est justement de se scléroser sur une vision de l'identité nationale qui n'est même plus en fait ce qu'on se raconte, et que l'identité d'une nation, c'est à un moment donné sa capacité à être en mouvement et vivante, sinon c'est mort en fait. Et de l'autre côté, comment échapper au procès de communautarisme, de séparatisme, etc. Qu'est-ce que... L'espace public tel qu'il est, en un sens, est séparatiste. Il est communautariste dans son sens d'exclusion. Une partie très importante de la population ne peut pas se reconnaître dans les discours et les symboles qui sont omniprésents dans l'espace public. Comment voulez-vous construire de la citoyenneté, de l'adhésion, légitimer l'État et la République avec des discours à ce point excluants? La question doit être posée à l'inverse, à mon avis. Le caractère d'exclusion des communautés, entre guillemets, il est produit par l'ethnicité dominante, si on peut le dire, par la classe dominante, qui fabrique des processus d'exclusion. Donc en réaction, évidemment, il est tentant et il est même utile de se regrouper pour faire porter des revendications. Mais le problème fondamental est celui de l'exclusion issue de la population dominante. Alors, oui. Pardon, allez-y, André. Oui, je crois que là, il y a une confusion. Je peux me permettre, vu mon âge, de rappeler ce qui s'est passé dans les années 70, où il a fallu, pendant des décennies, les femmes ont eu besoin de justifier le fait qu'elles se réunissent en groupe femmes pour analyser leur vécu, comprendre les discriminations et les oppressions qu'elles subissaient. Aujourd'hui, plus personne n'ose dire que les groupes femmes, c'est du séparatisme. Bon. Mais on va trouver quand même des femmes, y compris Madame Badinter par exemple, qui va dire que c'est du séparatisme si des étudiantes noires, racisées, perçues comme noires, se réunissent pour analyser leur situation, confronter leur vécu, envisager leurs revendications. Ça, c'est du séparatisme. Le séparatisme, ce n'est pas ça. Le séparatisme, on va le trouver beaucoup plus dans le 16e arrondissement, avec Neuilly-Auteuil-Passy, c'est mon ghetto, le sketch a déjà été fait. Donc, non, je crois qu'aujourd'hui, c'est une chose positive que, effectivement, ceux qui aujourd'hui, en France, sont racisés, c'est-à-dire perçus au travers d'une race supposée, ou perçus en tant que musulmans ou supposés musulmans, qu'ils se réunissent pour réfléchir et qu'ils s'organisent pour revendiquer, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon. Et la manière dont une partie dramatiquement conservatrice de nos élites intellectuelles, version Académie française, s'inquiète de cela et disent que, oulala, l'université est vendue à l'islamo-gauchisme. Bon, c'est catastrophique, c'est scandaleux et c'est à combattre. De façon assez concrète, est-ce que les figures ou certaines des figures que l'on voit dans nos espaces publics, finalement, elles ont pour certaines encore un sens, même par rapport à certains noms de rue? Est-ce que finalement, avant même de savoir ce qu'a fait cette personne, est-ce que, enfin, voilà, il y a certaines statues, mais on ne sait pas à quoi. Il y a déjà peut-être un travail à faire par rapport à ça. Je ne vais pas dire un déboulonnage, mais peut-être un écrémage
Qu'est-ce que, Renaud? C'est tout à fait vrai. Plus grand monde ne sait à quoi renvoient les grandes gloires de la fin du 19e siècle et les noms des rues et les noms des lycées. Mais justement, le déboulonnage est précédé d'une explicitation de cette histoire, d'une explication, parce qu'il faut bien le justifier. Donc ce mouvement, les revendications, le travail du guide, consiste à réexpliquer ce que sont ces personnages, à qui on rend hommage concrètement, et à en tirer les conséquences pour le présent. Donc ça me paraît très simple finalement de se poser la question de décoloniser l'espace public, parce que ça suppose de se questionner sur l'espace public d'abord et avant tout, et sur ceux qui le composent. D'accord. Alors quelqu'un me dit qu'il est également dérangeant que le nom du stade porte le nom d'un assureur. Alors, je ne sais pas si c'est une blague, mais est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Alors, je précise que c'est une question. Le stade. Je vais donner le nom de la parole de Monique Bappel. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est pour vous. Nous sommes dans le domaine de la privatisation du sport. Le stade de Bordeaux s'appelle Matmut parce que effectivement, il a été acheté pour ça. Il a acheté le droit, l'assureur a acheté le droit de mettre ce nom sur cette sur ce stade. Ouais. Mais puisqu'on parle de sport, je ne voudrais pas qu'on parte sans avoir cité le livre de Lilian Thuram, La pensée blanche, que je trouve assez passionnant, justement sur cette invisibilité pour beaucoup de ces discriminations. Il a toute une série d'exemples qui sont parfaitement bienvenus, et notamment, je ne vais pas le citer mot à mot, mais un ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux qui expliquait que on avait besoin des Noirs parce qu'ils étaient forts, mais on avait besoin de joueurs nordiques parce qu'on avait besoin de l'intelligence tactique. Cette déclaration, parue dans la presse locale, n'a pas abouti au licenciement pour faute de l'entraîneur, mais parce que ça apparaît comme finalement quasiment une idée reçue. Alors j'ai une question aussi de Guy Lenoir qui demande si on pourrait pas célébrer davantage. Hein, donc on le disait tout à l'heure quand je posais la question de faire place aux figures absentes, si on pourrait pas célébrer davantage de grandes personnalités, on en a parlé, mais on peut aller dans le détail, des personnalités qui pourraient être des role models, comme on dit outre-Atlantique, des personnalités en rapport avec le théâtre, les écoles, les arts, etc., comme ça se fait ailleurs. Et là, on parle précisément, c'est un petit message vers les édiles, hein, voilà, des idées. Hein. Qu'est-ce que... Isiaka, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, cette histoire-là passe aussi par des gens qui créent, qui pensent. Des contemporains? Oui, voilà. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, pendant mes études, je me suis complètement désintéressée de l'histoire parce que j'ai l'impression que c'était l'histoire des grandes batailles et de ceux qui ont détruit. Voilà, quoi. Pour moi, ça fait pas sens, alors que je pense qu'une société, elle se fait aussi par les récits de ceux qui pensent, qui inventent, qui agissent. Et qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup à intégrer, effectivement, dans l'histoire commune de ces figures. Ouais. Alors j'ai une question encore, c'est toujours de Guy Lenoir. C'est une question que je pose également à moi-même. Il demande si nous pensons que ce débat exprime d'une certaine façon la pensée collective. Malheureusement, j'ai une réponse, c'est que voilà, je vais vous laisser vous répondre, mais c'est difficile. La réponse est négative. Est-ce qu'elle peut être une réponse de la pensée collective, Renaud, de par vos expériences aussi, ce que vous avez vu à l'étranger? C'est pas un combat perdu d'avance. Il progresse petit à petit, mais effectivement, c'est pas gagné non plus. Si on a ce débat aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin de l'avoir, besoin de parler de ces sujets, donc c'est que ça n'a pas beaucoup avancé et qu'il ne suffira pas d'écrire un guide du Bordeaux colonial pour avoir des noms des rues qui reflètent les valeurs du présent. Un petit point sur la question précédente sur la valorisation de rôle modèle de personnes dignes de donner l'inspiration et qui soient plus représentatives de la diversité du pays. Le petit problème qu'on peut avoir avec ça, c'est qu'il va falloir
un certain nombre de décennies, sinon de siècles, si on veut avoir une approche équilibrée des noms des rues impérialistes et colonialistes et des noms des rues qui ne le soient pas. Et puis, d'un autre côté, également, ça voudrait dire qu'on aurait en même temps et Bugeaud et Frantz Fanon, ce qui quand même pose un problème de cohérence, il me semble. Ouais. Moi, je suis évidemment favorable à ce qu'on en discute, et même longuement pour trouver des terrains d'entente, mais je suis sceptique quand même sur le fait qu'on puisse cumuler deux perspectives qui soient aussi antagonistes. Eh bien, Je précise quand même que le 10 mai, qui est maintenant un rituel de la commémoration de l'abolition, il y aura une manifestation sur Bordeaux organisée officiellement par les autorités. Elle se fait au square Toussaint l'Ouverture. Je préfère que cela ne soit pas oublié, oui. même si le Covid fait que la jauge pour cette manifestation va être très limitée. Oui. Bah, on dira quand même qu'à Bordeaux, il y a eu des tentatives de réconciliation. Alors, j'imagine que ça se fait en cohérence avec les associations locales, hein, mais il y a quand même eu pas mal d'actes de la part de la mairie. Mais c'est toujours cette question qui se pose. Qui pose les questions, qui parle, qui fait les propositions, etc. Et souvent, il y a des décalages. D'un côté, on veut honorer les héros bâtisseurs, ou de l'autre côté, on veut commémorer une action positive de la nation, en oubliant de l'autre côté, c'est ce qui s'est passé aux Antilles avec Schœlcher, en oubliant de l'autre côté qu'il y a aussi les héros locaux, en l'occurrence pour l'abolition de l'esclavage. Les premiers à avoir tout fait pour se libérer, ce sont les esclaves eux-mêmes. Donc d'un côté, on va plutôt demander à mettre en avant ces actions-là, mais de l'autre côté, la nation va préférer mettre son héros comme Schœlcher, etc. Donc c'est vrai que ce sont des questions qui restent, qui vont mettre du temps, hein, vraiment à trouver des aboutissements positifs. Mais je vous remercie pour tous vos apports, vos réflexions. Merci au public aussi pour toutes vos questions. J'aimerais qu'on termine encore une fois avec un petit texte de Mathias Delory qui dit que contre les rappels à l'ordre qui délégitiment tout dissensus, tout écart par rapport au récit, hein, ce fameux récit national, il s'agit ici de déboulonner, entre guillemets, des grands hommes et des gros mots, et de penser non pas contre ni sur, mais avec les mémoires dites illégitimes, celles des divers groupes opprimés, et de renouer ainsi avec le fondement de toute politique d'émancipation, c'est-à-dire le principe d'égalité. Merci à vous tous.